Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, bonsoir et bienvenue dans ce cadre magnifique d'Azalaï Hotel pour votre émission Made in, l'émission consacrée aux acteurs du développement. Chers téléspectateurs, pour cette émission, nous allons parler de développement encore une fois, mais cette fois-ci développement en lien avec Internet et tous ses substrats. J'ai avec moi deux invités de marque. Je commence par ma droite. Monsieur Kouyaté, Bakary Kouyaté, qui est donc le gestionnaire de l'incubateur de l'AGETIC. On vous expliquera ce que c'est que l'AGETIC. Et à ma gauche, Monsieur Dali Amadi Diallo, qui est donc le directeur général de Famille Labs. Sur cette émission, je vais aller de but en blanc. Une première question pour vous, Monsieur Kouyaté. Est-ce qu'Internet est utile au développement de nos pays en Afrique? Merci beaucoup pour la question. On peut dire au jour d'aujourd'hui, rien ne peut se faire sans Internet. On parle toujours du numérique, on parle du digital. L'Internet a même révolutionné notre mode de vie. Donc l'Internet est incontournable pour le développement au jour d'aujourd'hui en Afrique et dans tout le monde entier. Je saisis en même temps cette occasion pour dire à nos téléspectateurs que l'AGETIC, c'est donc l'Agence de technologie de l'information et de la communication. Vous comprenez que je suis avec un spécialiste d'Internet qui va défendre, vaille que vaille, l'Internet. Je vais donc me tourner vers un autre spécialiste, cette fois-ci des questions d'incubation. Vous êtes à la tête, M. Diallo, de l'incubateur Famille, donc Famille Labs. Vous êtes en charge d'incuber certainement des jeunes et des moins jeunes qui veulent faire de l'Internet un outil de développement économique. On veut savoir comment se passe votre journée de travail. Qu'est-ce que c'est que votre incubateur? Bien. Si vous voulez, Famille Labs, c'est l'incubateur de l'Université virtuelle du Mali, UPP Kingi. Qui a été créé par le groupe Famille il n'y a pas longtemps. Qui a été créé par le groupe Famille il n'y a pas longtemps dans le cadre de sa politique RSE. Famille Labs, c'est l'incubateur qui est greffé à cette université virtuelle. Quand vous dites greffé, c'est-à-dire? Concrètement, l'étudiant, à partir de son inscription, a automatiquement accès aux prestations de l'incubateur. Ce qui veut dire que tout étudiant inscrit sur l'université virtuelle est systématiquement incubé dès sa première année d'inscription. Donc, un incubateur, si vous voulez, c'est une structure d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant. Orienté uniquement sur l'entrepreneuriat. C'est orienté sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai dit l'entrepreneuriat innovant, puisqu'il y a, à côté de l'entrepreneuriat innovant, il y a l'entrepreneuriat de subsistance. Oui. Je suis là, je ne suis pas inséré professionnellement. Est-ce que je ne vais pas faire juste une activité génératrice de revenus, juste pour assurer le quotidien? Ça, c'est l'entrepreneuriat de classique subsistance. Que nous connaissons. De subsistance, si vous voulez. Mais il faut entendre par entrepreneuriat innovant, c'est de partir sur un produit ou un service innovant, faire de ça une activité génératrice de revenus et capable de croître et créer de la richesse. Donc l'incubateur est là d'abord pour ça. Je veux comprendre, parce que quand on parle d'incubateur innovant, on a parlé tout de suite d'Internet. Vous êtes à la tête, donc, comme je l'ai dit, de l'incubateur des incubateurs, en réalité, au niveau de l'AGETIC, qui est une structure nationale. Ma question, c'est de savoir, est-ce que l'incubateur que vous gérez aujourd'hui, bien entendu, vous n'êtes pas directement en rapport avec ces entrepreneurs innovants. Est-ce que l'incubateur que vous gérez aujourd'hui a du mal à fonctionner avec ce que nous voyons aujourd'hui comme pléiade d'incubateurs au Mali? Non, notre incubateur n'a pas du mal à fonctionner du moment où nous ne jouons pas le même rôle que ces incubateurs qui sont sur la place. Parce que nous, comme vous l'avez dit, nous sommes l'État, donc nous avons un rôle central. Nous sommes positionnés comme incubateur des incubateurs. Donc nous sommes là pour l'accompagnement des incubateurs et non des startups. Quand vous dites accompagnement, en quoi est-ce que ça consiste concrètement? L'accompagnement, ça peut consister par exemple à la mise à disposition, d'abord dans un premier temps, la formation de ces incubateurs qui sont sur la place, Oui. à la mise à disposition de notre infrastructure et de nos ressources humaines en termes d'ingénieurs développeurs, en termes de beaucoup d'autres compétences que nous avons au sein de l'AGETIC. Donc, avec ces compétences-là, nous essayons d'accompagner ces incubateurs qui sont sur la place. Ça m'inquiète un petit peu. On a des personnes qui créent des entreprises, qui sont des incubateurs parce que c'est des entreprises, qui sont censées former d'autres et vous venez derrière pour les former. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le métier d'incubation. Bien sûr, ils connaissent le métier d'incubation, mais le rôle de l'État, c'est toujours essayer de pousser tout le monde. Et nous avons en notre sein des compétences qu'on n'a pas généralement au niveau de ces incubateurs-là.
Parce qu'en parlant de développeurs, d'ingénieurs développeurs, en parlant d'autres types de compétences, nous avons beaucoup de compétences au niveau de l'AGETIC que nous pouvons mettre à la disposition de ces incubateurs-là afin de pouvoir vraiment les appuyer et assurer leur montée en puissance. J'ai une autre question pour vous avant de passer à M. Diallo. M. Kouyaté, je veux savoir, les incubateurs, est-ce que ça ne concerne que les jeunes ou est-ce qu'on a d'autres couches de la société qui acceptent d'être incubées? Bon, en fait, l'incubation concerne tout le monde. Chacun, à son âge, à son niveau, peut entreprendre. Et tant que tu peux entreprendre, tu peux te faire accompagner. L'incubation, ce n'est pas autre chose que l'accompagnement. C'est cela. Je vais créer une entreprise, je vais me faire accompagner par quelqu'un qui va me coacher. Fais ceci, fais cela, qui va t'orienter par rapport aux différentes formations qu'il faudrait avoir. Parce que quand vous regardez la panoplie des formations que nous avons sur le marché, aujourd'hui, des formations typiques sur l'entrepreneuriat, elles ne sont pas nombreuses. Absolument. Donc là, les jeunes, généralement, les gens entreprennent sur le tas. Et quand ils viennent au niveau de ces incubateurs, et ils leur donnent maintenant les outils nécessaires, les compétences nécessaires à leur évolution. Mais là, on est en train de parler d'une incubation physique, c'est-à-dire que les gens se rendent dans les bureaux de cette incubateur pour être incubés. Mais à votre niveau, j'ai pu comprendre que c'était beaucoup plus une incubation sur le net, via Internet, où le jeune peut rester dans sa maison, suivre bien entendu les cours de l'université virtuelle et puis aussi bénéficier de vos conseils via Internet. Est-ce que aujourd'hui, je sais que ça vient de démarrer, mais est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes confiant dans le résultat que cela peut donner en termes de nouvelles entreprises, de nouvelles startups que nous allons mettre sur le marché? Vous m'amenez à rebondir ou à repartir sur la question de départ. Vous avez parlé, et entre-temps, de l'importance qu'a Internet. Absolument. Pour nos pays, je précise, surtout dans le cas spécifique du Mali. Monsieur Kouyaté vous a répondu, il vous a dit Internet est dans nos vies. C'est devenu notre quotidien. C'est devenu presque naturel. Mais est-ce que c'est le quotidien, par exemple, de la villageoise qui est à Pelengana dans son champ? Est-ce que c'est son quotidien? Est-ce que vous pouvez me dire qu'Internet aussi est important à son niveau? Plus qu'important. Plus qu'important. Dans la mesure que Internet a amené quoi? Tout un changement de la façon de vivre, la façon de consommer, de se comporter. Donc, ça a même révolutionné nos façons de travailler. Absolument. Donc, cette mutation des pratiques professionnelles, donc il va falloir qu'on adapte notre façon de faire, notre façon de travailler à l'évolution et à la digitalisation grandissante. Maintenant, parlant de l'incubation en ligne. Qui était la question de base. Voilà, qui était la question de base. Nous sommes confiants et très confiants. Confiants et très confiants. Cette confiance est liée à quoi? Est-ce que c'est une manière de nous dire que demain, qu'on le veuille ou pas, c'est Internet qui va faire le monde? Ou est-ce que la confiance, c'est vraiment la confiance dans les jeunes qui viennent vous voir aujourd'hui pour dire on a besoin d'être incubés? L'un et l'autre, si vous voulez. De toute façon, Internet, ce n'est plus une option. C'est devenu un outil indispensable à l'épanouissement même du genre humain. C'est pourquoi c'est cité dans les objectifs du millénaire. Absolument. Donc c'est autant important pour les gens, ça va choquer, mais comme c'est aussi important qu'avoir accès à l'eau potable. Donc ce qui veut dire que Internet, c'est devenu même un droit indispensable puisqu'il contribue au développement. Donc Internet peut être utilisé pour l'essor même de l'entrepreneuriat rural. Oui. L'agriculteur, il a besoin. On a des exemples concrets de jeunes qui ont créé des plateformes ou des applications en lien avec l'agriculture au Mali. Oui, grâce à Internet, l'agriculteur peut quintupler le revenu qu'il peut avoir. Non seulement en termes de production, en termes de commercialisation, en termes de visibilité. Absolument. Et tout ça. Donc, pour revenir à cette incubation en ligne, donc du coup, lorsqu'ils s'inscrivent, c'est pourquoi on a mis en place même un BTS en entrepreneuriat. Oui. Qui est lié à une bourse, j'ai cru comprendre. Très bien. Donc nous sommes allés sur un vaste projet d'incubation de 10 000 jeunes. Sur tout le Mali ou juste... Sur tout le Mali. Sur tout le Mali. Sur tout le Mali. Donc pour ce faire, nous allons avec l'État, le secteur privé, la société civile, les associations, bref, la jeunesse et tous ceux qui veulent entreprendre. Donc, avec cœur de métier, l'entrepreneuriat rural et l'entrepreneuriat féminin. C'est cela. Bien, donc à partir de l'inscription en ligne, grâce à la bourse qu'on va leur donner à titre gratuit, ces gens vont s'inscrire. Et à partir de leurs inscriptions, ils vont avoir des idées de projets qu'ils vont soumettre
s'ils le souhaitent, à l'incubateur Family Labs, en ligne et en exprimant leurs besoins. En fonction maintenant des besoins de la majorité des gens, donc des activités, des colloques, des formations sont organisées avec des experts. Donc, ça va être filmé comme ça et ce support-là sera disponible sur la plateforme de l'université virtuelle et ils seront accompagnés. Et à chaque fois que besoin est pour regrouper les gens, on les regroupe en fonction de leur domaine et de leur spécialité. Et tout, et aussi en fonction de leurs besoins. Et entre eux-mêmes, il y a aussi des forums. Donc, c'est-à-dire entre eux, c'est-à-dire il y a la formation aussi entre pairs. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois vous créez un réseau, à la fois vous travaillez, comme on l'a dit d'ailleurs, sur la base de personnes qui restent chez elles, à la maison, travailler à développer des idées de création d'entreprise, mais il y a un pan qui va certainement manquer dans ce domaine-là, c'est la création même de l'entreprise. Donc, nous avons travaillé à faire un petit reportage. Je vais inviter nos téléspectateurs à suivre ce reportage dans lequel on explique un peu avec le directeur général de l'API comment est-ce que l'entreprise est créée et avec des personnes qui ont, avec ou sans incubation, créé leur entreprise. Chers téléspectateurs, je vous invite à suivre donc ce reportage de Ousmane Tangara et de Mohamed Niaré. La culture de l'entrepreneuriat cherche son chemin au Mali. Pour bon nombre de jeunes, avoir une idée, trouver son modèle économique et accéder au financement de son projet est une grosse épine. Mais en réalité, les difficultés liées à l'entrepreneuriat des jeunes au Mali résident ailleurs. Je pense que le véritable problème des jeunes, c'est d'abord les formations. Les formations, s'ils sont formés, ils peuvent facilement connaître tout le processus de création d'entreprise. Il est une évidence, l'accès à l'information au bon moment est la première épreuve à laquelle bon nombre de jeunes entrepreneurs sont confrontés au début de la création de leur entreprise, comme Omar Diallo, promoteur du site de vente en ligne Ikasogo. Les difficultés majeures, c'était d'abord où commencer, où je dois m'adresser pour avoir les documents. Et pourtant, à l'Agence pour la promotion des investissements API Mali, depuis quelques années, on s'attelle à rendre facile le processus de création d'entreprise. Le circuit est relativement simple. Il y a un certain nombre de documents qui sont listés et qui sont précis, qu'il faut fournir pour constituer le dossier. Et selon le type d'entreprise, vous devez passer par un notaire qui va introduire le dossier chez nous. Ou alors, si c'est une forme plus simple, notamment les entreprises individuelles, vous pouvez directement déposer votre dossier à l'API Mali. Et lorsque votre dossier est reçu complet, nous nous engageons à vous délivrer les documents de votre entreprise au bout de 72 heures. Donc 3 jours maximum. 3 jours pour constituer juridiquement son entreprise. Toutefois, le constat est que peu de jeunes croient en l'entrepreneuriat au Mali. Or, les opportunités ne manquent pas dans ce secteur et il y en a qui en profitent. Il y a beaucoup de potentialités, surtout dans notre domaine. Par exemple, je peux dire que le nombre de sites e-commerce au Mali ne dépasse pas une vingtaine. Or, chez nos voisins, ça peut aller jusqu'à une cinquantaine. Donc, et puis, il y a le marché pour ça parce que nous-mêmes, les jeunes, on représente plus que la moitié de la population. Et si on peut consommer nos propres produits, normalement, l'entrepreneuriat des jeunes doit être très facile. Pour élargir le cercle de success story, les incubateurs ont un rôle à jouer en faveur des jeunes entrepreneurs. Pas pour dessiner leur entreprise de rêve, mais apporter la petite touche qui manque et qui pourrait tout changer. L'avantage d'un jeune de se faire incuber, c'est d'abord de bénéficier d'un réseau. Alors par exemple, nous à CEL, on a un réseau donc de plusieurs consultants, de plusieurs types de domaines. Par exemple, on peut travailler avec quelqu'un qui est expert en banque. Il y a d'autres personnes qui peuvent être experts en gestion des ressources humaines. Il y a d'autres personnes qui vont être experts en recherche immobilière. Donc, il va bénéficier d'un réseau qui va lui faciliter en fait l'accès à certaines informations ou à certains types de produits ou bien. Nous pouvons faciliter l'accès à certaines certifications, comme par exemple à l'ANSA, que le jeune tout seul ne pourra pas faire aisément.
Alors, de l'idée, la création d'une entreprise à l'accompagnement, toute la chaîne de création d'entreprise doit être harmonisée et à l'Agence pour la promotion des investissements API, des efforts ne sont pas en reste. Ce que nous faisons et que nous essayons de renforcer, c'est faciliter l'accompagnement de ces jeunes-là. D'abord, ça commence par effectivement faciliter, simplifier les procédures administratives de façon générale. C'est pour ça que nous avons déconcentré nos services, pour nous rapprocher davantage des usagers de façon générale, mais de la jeunesse particulièrement. Nous avons dans le pipe d'initier par exemple la création en ligne pour que les gens ne soient plus obligés de se déplacer pour venir créer leur entreprise, mais de leur salon, de n'importe où, pour la diaspora de leur pays de résidence, ils pourront initier très bientôt leur procédure de création d'entreprise et comme ça, ils n'auront qu'à venir qu'à la fin seulement quand tout est prêt pour retirer leurs documents. De retour sur ce plateau avec nos invités, après ce reportage assez intéressant sur différents aspects de ce que nous avons dit en cette première partie d'émission. Mais je voulais revenir avec vous, M. Kouyaté. Nous avons vu qu'aujourd'hui, il est facile. En 3 jours, on peut créer son entreprise. Ouais. On a vu qu'il y a des dispositifs qui existent pour former les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine des startups. Ouais. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que si on veut se lancer dans ce business avec Internet, est-ce que le coût d'accès d'Internet même nous facilite la tâche? Bon, aujourd'hui, on peut dire que le coût d'accès constitue un facteur qui, je ne dirais pas un facteur de blocage, mais un facteur vraiment qui pèse sur ces jeunes qui veulent entreprendre. Raison pour laquelle beaucoup d'entre eux courent vers ces incubateurs-là qui, à leur tour, peuvent leur offrir des environnements leur permettant de travailler sans pour autant supporter, c'est-à-dire tous ces coûts liés à l'Internet, à l'électricité et autres charges. Je sais qu'avec votre département, je parle globalement du département en charge de l'économie numérique au Mali, il y a eu plusieurs actions pour sensibiliser ou même pour orienter les jeunes vers la création de start-up. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites un travail vis-à-vis des opérateurs? Est-ce qu'il est demandé aux opérateurs, par exemple, d'avoir des solutions, j'ai envie de dire des offres spécialement dédiées à ces entreprises-là? Bon, pas des offres spécialement dédiées à ces entreprises, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours visant vraiment à réduire le coût de l'Internet pour tout le monde. Vous êtes confiant? Oui, nous sommes confiants. Pour bientôt ou pour bientôt, Inch'Allah. Pour bientôt, Inch'Allah. Ouais. Donc, vous qui êtes dans le secteur, vous êtes certainement content parce que je sais aussi qu'au niveau de Famib et de Famib Labs, ou encore de l'université virtuelle, sans Internet, vous ne fonctionnez pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser aussi une autre question, mais en lien directement avec ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question du financement. C'est vrai que là, de ce que nous disent les différents experts que nous avons interrogés, la question du financement n'est pas, j'ai envie de dire, un gage de réussite forcément. C'est-à-dire on peut avoir le financement sans que le projet ne soit viable. Mais est-ce qu'à votre niveau, si le projet est bon, porté par les jeunes qui ont suivi les différents cours que vous donnez, est-ce qu'à votre niveau, vous créez un dispositif pour financer ou est-ce que vous travaillez avec des banques pour financer les projets des jeunes? Je complète ma question. La question du financement, je comprends. J'entends aussi qu'elle soit importante. Mais ce que moi j'ai à dire à la jeunesse, de façon générale, lorsqu'on conçoit un projet, il faut d'abord se concentrer sur l'idée du projet, le modèle économique. Si vous partez sur un projet fiable, bancable, avec un bon modèle économique, ça atténue déjà les risques de ne pas avoir de financement, peut-être. Très bien. Mais pour pallier à tout ça, donc nous, Famib Lab, c'est l'incubateur de l'université virtuelle mis en place et dans le cadre de la politique RSE. Mais Famib aussi a lancé une crypto-monnaie. Je suis curieux de savoir ce que c'est qu'une crypto-monnaie. C'est une monnaie électronique et mise en place à partir de la maîtrise de la technologie blockchain. Qui fait fureur aujourd'hui dans ce domaine-là, dans le monde entier. Est-ce que le Mali est prêt pour une crypto-monnaie éventuellement? Si le Mali n'est pas prêt pour une crypto-monnaie, ça veut dire que nous sommes très en retard. Est-ce que nous sommes très en retard? Sur le plan de développement des crypto-monnaies, par exemple. Ou de tout ce qui peut concerner le blockchain. Tout ce qui peut concerner le blockchain, effectivement, on est un peu en retard. Mais est-ce que nous sommes prêts pour avoir une crypto-monnaie au Mali? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est le futur en fait.
Donc il faut commencer dès maintenant pour être avec les autres. Donc là, ce que je comprends, vous formez en fait ceux qui vont faire l'économie de demain. Mais est-ce que, ça va être une question subsidiaire en réalité, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que les jeunes maliens viennent tout naturellement vers ce que vous êtes en train de leur proposer? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'affluence sur les éléments, les différents projets que vous mettez en place? Cette incubation en ligne a été même stimulée par l'affluence. Des jeunes. Des jeunes. Donc ça veut dire que les 10 000 bourses que vous mettez à disposition sont déjà raflées ou est-ce qu'il y a encore de la place pour certains? On a distribué ces 10 000 bourses à des structures partenaires qui ont apprécié ça à son pesant d'or. Bien sûr. Donc qui vont trouver des candidats. Les jeunes vont postuler à partir de ces structures et ensuite eux, ils vont proposer encore des étudiants éligibles pour suivre la formation en entrepreneuriat sur l'université virtuelle. Absolument. Donc, pendant qu'ils sont en train de suivre leur formation en entrepreneuriat, on va aussi, de façon optionnelle, former ces jeunes-là à la commercialisation de la crypto-monnaie. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'ils auront fini leur cursus, ils auront leur BTS et toutes les compétences nécessaires pour utiliser les crypto-monnaies, comment commercialiser les crypto-monnaies. Donc, en fait, c'est une compétence supplémentaire qui leur est offerte. Non seulement c'est une compétence supplémentaire, et le jeune, pendant le temps de sa formation, lui-même est en train de constituer son fonds d'amorçage. Donc, au finish, il a son BTS, son fonds d'amorçage et aussi son projet transformé en entreprise formalisée, plus le fonds d'amorçage. Ce qui est une réalité. Et aussi, ce qui est très important d'ailleurs, il parle de Famib Lab avec des ERP, des outils de gestion d'entreprise numériques. Ce qui veut dire que même s'il n'est pas, ça c'est peut-être une question pour vous, c'est-à-dire que les incubateurs que vous avez, que vous incubez vous, est-ce que ces incubateurs-là, à leur niveau, réussissent à faire un peu ce même travail en disant aux jeunes, peut-être qu'on l'a vu dans le reportage, il n'est pas garanti qu'en sortant de l'incubateur, on a notre entreprise qui est viable, mais est-ce qu'ils donnent au moins un certain nombre de garanties vis-à-vis des banques? Est-ce que ces incubateurs viennent à la rescousse des jeunes pour avoir des financements qui ne soient pas forcément de la crypto-monnaie? Bien sûr, parce qu'en quelque sorte, en dehors même des formations que les incubateurs font pour les jeunes start-upers qu'ils prennent, ils constituent une arrière-garantie pour ces jeunes. Parce que généralement, quand un jeune, par exemple, qui ouvre son entreprise, qui cherche des financements, il va à la banque, etc., souvent, les gens ils sont réticents. La banque peut être réticente. Oui. Mais si on sait que le jeune en question, il est adossé à un incubateur, donc ça peut donner une forme de garantie. Une forme de garantie. Je sais que si je donne, par exemple, l'argent, je finance le projet du jeune, il peut disparaître du jour au lendemain. Mais si je sais qu'il est adossé à tel ou tel incubateur, qui est une structure bien reconnue de la place, je donne la garantie. Donc, peut-être une autre garantie aussi sur la fiabilité du projet qui est donné. Bien sûr. Mais une question qui vient aussi en conséquence de ce que vous venez de me dire, c'est vis-à-vis des incubateurs eux-mêmes. Je dis que les incubateurs étaient des entreprises. Comment est-ce que ces entreprises-là vivent? Quel est le modèle économique d'un incubateur? Bon, en général, ça dépend de chaque incubateur. Il y a certains qui aident, par exemple, ils incubent le jeune, ils l'aident à chercher du financement, et à partir de là, ils vont percevoir des frais de gestion sur les financements que le projet a eu. Mais il y a d'autres aussi ils viennent avec le jeune dans son propre projet. Ils deviennent actionnaires du projet. Donc à partir de là aussi, ils cherchent des financements ensemble, et quand le financement est acquis, le projet est mis en œuvre, l'incubateur aussi a une part là-dedans. En ce moment, ils deviennent actionnaires. La même question, est-ce que vous avez aussi un modèle économique? Parce que vous avez beaucoup parlé de responsabilité sociale d'entreprise. Est-ce que vous le faites gratuitement ou est-ce que derrière, il y a un business à se faire, je veux dire, sur ce domaine-là avec Famib Labs? Est-ce que vous gagnez de l'argent justement à incuber ces 10 000 jeunes ou même plus encore? Mais bien sûr que nous gagnons de l'argent, même si le modèle économique a un fort impact social. C'est d'abord ça en réalité que vous visez, c'est-à-dire toucher socialement peut-être une plus grande large tranche de jeunes. Quand vous touchez socialement, vous touchez l'humain.
l'humain ne peut se défaire de l'humain. Donc, du coup, on part sur une approche gagnante. Je m'explique. Allez-y. En allant avec 10 000 jeunes incubés, maîtrisant la technologie et la commercialisation des crypto-monnaies. Oui. Ces crypto-monnaies, ce sont nos crypto-monnaies. Les échanges, nous avons une crypto-bourse. Quand vous dites que ce sont nos crypto-monnaies, c'est une crypto-monnaie malienne créée au Mali, pour le Mali ou pour le monde? C'est une crypto-monnaie. Et c'est une crypto-monnaie. Calice, c'est ce que je crois. On a Calici. Oui, Calici. Calici, c'est l'argent dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans nos langues nationales. Absolument. Nous avons Maliwari, Oui. Mali. Nous avons Ibernicoin, en référence à la première appellation de la Côte d'Ivoire. C'est quand même 40% de la zone UEMOA. C'est cela, économiquement parlant. Économiquement parlant. Donc, ces trois crypto-monnaies-là sont interchangeables dans une crypto-bourse. Donc, c'est une crypto-bourse qui compte au jour d'aujourd'hui 3 crypto-monnaies qui sont interchangeables. Entre ces pays ou seulement ces crypto-monnaies? Entre elles. Internet, ça a une portée globale. Absolument, c'est un village planétaire comme on dit. Très bien, je peux être en Australie et avoir des calicis. Donc, je suis assez curieux de savoir comment est-ce que la crypto-monnaie fonctionne et je pense que nous allons faire une émission spéciale sur la crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous serez notre invité ou si on aura avec nous M. Kouyaté, mais je pense que ça peut être un sujet très intéressant à développer et je parie que je ne suis pas le seul curieux de savoir ce que c'est qu'une crypto-monnaie et comment est-ce que cela fonctionne au Mali. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission et en ces temps de coronavirus, nous tenons à vous dire de prendre soin de vous en respectant toutes les consignes données par nos autorités. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt pour une autre émission de Médine. Les 7 revues thématiques du groupe Arc-en-Ciel sont disponibles en kiosque. Dans la revue Leaders, exclusivement dédiée à l'économie, une enquête exclusive sur les dessous insoupçonnés du marché de l'or au Mali. Dans la revue Mine, un dossier inédit sur la mort programmée des artisans locaux dans le secteur de la bijouterie. La revue TIC analyse le front de l'accessibilité à l'Internet et les ménages sur la diversité linguistique. La revue Agriculture met en relief la valeur ajoutée de la météo sur la maîtrise des récoltes. Dans la revue BTP et Transport, un dossier sur l'AGEROUTE et ses nouvelles ambitions en matière d'entretien routier. La revue Environnement vous réserve un dossier exclusif sur les enjeux de la déforestation avec un document inédit sur la situation des forêts classées. Dans la revue Agriculture, une réflexion sur l'indépendance culturelle du Mali et un focus sur la success story du film Le Voile Secret. Les 7 revues sont disponibles au Mali, dans les boutiques Shell, en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution et des presses et dans les autres pays de la sous-région auprès des revendeurs classiques.